Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute. Cet été, je suis tombé sur un livre vraiment dingue qui s'appelle 2 milliards de réenchanteurs, le manifeste des acteurs du changement. Son autrice, qui s'appelle Aurélie Piette, est économiste et autrice, et elle nous partage sa vision du monde, en plein basculement, vous le savez, et les preuves, les signaux faibles, qu'il transitionne, lentement peut-être, mais vers un monde plus juste, plus écologique et plus connecté à la vie. Ce livre m'a vraiment touché et m'a donné beaucoup d'espoir, et j'ai donc eu envie de discuter avec Aurélie. C'est donc le premier épisode de ce podcast, et on y parle d'abord de reconversion, de bonheur, de l'importance de s'écouter, et on parle ensuite des révolutions et changements profonds qui ont lieu depuis quelques dizaines d'années, et ce qu'ils disent sur le futur que nous bâtissons. Et enfin, on prend du recul avec une image d'Élodie et même une théorie sur les espèces qui, en fait, prend du recul sur l'humanité et qui propose de voir l'humanité comme une jeune espèce, en pleine crise d'adolescence, avec un ego exacerbé, avec un refus de ses limites. Et je trouve que cette image m'a aussi marqué parce j'y étais il y a pas si longtemps, et on voit qu'un adolescent ensuite redevient un adulte qui peut être sage et qui peut aspirer donc on peut inspirer un monde meilleur. Et à la fin, on aborde un peu notre place à nous dans cette transformation et ce à quoi on peut croire. Bonne écoute. Bonjour Aurélie. Salut Clément. Merci de m'accueillir à Bordeaux. Je suis hyper content d'être là. Avec plaisir, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. J'ai vu des quais, je suis hyper content. J'ai plein de questions pour toi sur le livre, sur notre futur. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, écoute, Aurélie, je dis pas mon âge, j'ai pas envie. J'ai une fille, je vais pas dire son âge non plus parce que ça va faire rajeunir du coup. Maman, très important. Ouais. Maman, écoute, je suis bordelaise. Voilà, je suis pas née ici, mais je suis arrivée ici, j'avais 3 ans. Et donc j'ai fait mes études à Bordeaux. Bon, j'ai voyagé par ailleurs, mais sinon je suis vraiment du terroir. Et puis Rester dans la région toute ta vie. voilà. Et puis économiste à mes heures perdues. Ok, excellent, merci. Et citoyenne du monde, j'aime me dire ça. Citoyenne du monde, c'est et on pourra parler des créatrices. Non, comment on dit? Créatif culturel. Créatif culturel. Ouais. Ok, merci. T'as dit que t'étais économiste à tes heures perdues. Ça veut dire que t'as eu plusieurs carrières. Ouais, bon, ça a toujours été évidemment autour de l'économie, mais ouais, j'ai dit tout, 3 métiers parce que le premier que j'ai fait, j'ai déjà enseigné, mais c'était pas comme j'enseigne aujourd'hui, parce que c'était plus formaté à respecter un programme. Ouais, c'était pour des BTS, donc c'était pas ce que j'enseigne aujourd'hui, Ouais. mais c'était de l'économie aussi. Et puis dans ma deuxième vie professionnelle, j'ai fait du développement économique, où là je suis allée sur le terrain. C'était une envie aussi d'aller me confronter à la pratique après avoir fait de la théorie. Et ça, Ce qui se cache derrière toutes ces... Exactement, c'était, et puis toute ma vie professionnelle, ça a toujours été en lien avec j'allais dire ma vie perso et mon questionnement aussi personnel. Donc parce que ça faisait sens et j'avais besoin de comprendre aussi comment ça se passait sur le terrain. Est-ce que vraiment dans la pratique c'était la même chose que dans la théorie? Et oui, à quelque chose près. Donc dans le développement économique, je me suis un peu confrontée aux entreprises, aux laboratoires de recherche, à la mise en place de projets, à voir comment tout ça fonctionnait, à la place de l'argent aussi évidemment dans tout ça. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'avais le sentiment d'avoir acquis quand même pas mal de théorie, puis un peu de pratique. Je me suis dit, c'est venu en fait naturellement, mais faire ce qui faisait peut-être vraiment sens et qui me permettait de me révéler à ce moment-là, et sans doute ce que je cherchais depuis longtemps et qui a mûri, et c'était
l'envie de faire des recherches sur, OK, j'ai vu comment ça se passait, mais comment est-ce que ça pourrait se passer différemment? Est-ce qu'il existe autre chose? Un nouveau, une d'autres alternatives dans le modèle économique, sur le mode de fonctionnement, et c'est à partir de là que je me suis lancée dans cette quête, d'un monde alternatif, d'une société alternative. Ok. Donc, t'as commencé par la théorie de l'économie, t'es allé voir ce qui se passait concrètement. Ouais. Est-ce que tu peux juste définir le mot développement économique, s'il te plaît? Développement économique, je dirais que c'est sur un territoire, mettre alors peut-être pas en harmonie, mais en énergie, des acteurs en fait qui vont collaborer, qui vont travailler ensemble autour d'un projet. Autour d'un projet. Alors généralement c'est autour d'un secteur économique, si tu veux. Moi en l'occurrence j'avais travaillé dans les nouvelles technologies, donc c'était faire travailler ensemble des grands groupes, des startups, des laboratoires de recherche, des universités autour d'un projet commun. Alors c'était plus spécifiquement la géolocalisation. Et tu vois, l'idée, c'était de les faire travailler ensemble pour développer ce secteur économique. Donc, en fait, le développement économique, c'est c'est développer ton territoire dans différents secteurs économiques, pour l'activité, pour l'emploi et pour la richesse du territoire. Ok. Merci. Et donc, théorie, développement économique. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, t'as parlé tout de suite de société alternative. Qu'est-ce qui de modèle économique alternatif, qu'est-ce qui t'a poussé à aller regarder ça? Ça pousse depuis que j'ai 17 ans, depuis que j'ai compris, que j'ai commencé à comprendre et à apprendre ce qu'était l'économie et comment fonctionnait notre modèle. Ouais. Et au lycée, c'était réaliser que en fait la notion de PIB, de croissance, était produire plus chaque année en fait. Et puis de pas tenir compte dans la richesse d'un pays du travail bénévole, de pas tenir compte non plus des dégâts qu'on faisait à l'environnement. Je me disais, c'est quand même absurde le modèle dans lequel on vit. Je me dis mais on peut pas, l'humanité, l'être humain est pas suffisamment intelligent pour créer des modèles un peu plus un peu plus intelligent, plus sobre, plus mature. Et donc cette question m'a jamais quitté en fait. Okay. Et c'est toujours cette curiosité permanente qui m'a animée. Donc c'est pour ça que j'ai continué à faire de l'économie d'ailleurs. Ouais. Mais je trouvais pas de réponse à l'université. J'avais pas de réponse puisqu'on était dans du mainstream. On faisait beaucoup de mathématiques. J'avais l'impression d'être déconnectée du réel, du concret. Mais bon, je me suis dit, il faut bien que je sois diplômée de quelque chose, alors je vais continuer, je vais serrer les dents. Ouais. C'était dur. Et puis j'ai enseigné d'abord parce que ça faisait sens, et puis surtout enseigner en disant bien aux étudiants, attention, on vous apprend ça, mais il peut y avoir autre chose, en fait. J'avais pas le sentiment que c'est ce qu'on m'avait dit. On nous apprend ça comme si c'était... la vérité. Oui, la vérité, qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Ouais. Donc moi, je portais en tout cas ce message-là. Okay. Et donc ça m'a jamais quitté, et tout au long de ma vie, ma vie, pas si longue que ça quand même, mais m'interroger sur ça. Donc voilà, ça m'a jamais quitté. Puis cette envie après de me pencher vraiment, de passer mon temps à faire des recherches sur ces sujets. Ok. Donc de chercher des nouveaux modèles. Et là, tu as beaucoup dit mots économiques. Et en fait, à quel moment tu fais la transition de... En fait, c'est marrant parce que t'as parlé de croissance, t'as parlé du PIB, et tu le redis dans ton livre, tu dis, en fait, il faudrait qu'on fasse une croissance, mais qualitative, en fait, avec des indicateurs qui sont qualitatifs et pas quantitatifs. C'est pas que l'argent créé, mais c'est le bien-être commun, la culture, l'alphabétisation, enfin, plein d'autres choses. Et en fait, et tout à l'heure, tu as utilisé le mot changement de société. Et du coup, à quel moment tu te dis, tu passes dans ta tête en fait, le monde économique, le paper, en fait, à le monde général, finalement, le modèle plus global de civilisation. Ne tourne pas. Ne tourne pas, ouais. À quel moment tu en fait, tout est lié, ce n'est pas que l'économie. Tout est lié parce que je fais une découverte qui a sans doute été un détonateur pour moi. Donc, toujours dans cette quête, je faisais des recherches sur Internet. Je sais pas ce que je cherchais, mais je cherchais quelque chose. Je cherchais une réponse à je ne sais pas trop quelle question, mais... J'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de questions depuis le début. Oui, tu t'es toujours posé... mis un peu de recul. Oui, ça c'est vrai. Et je tombe sur une vidéo parce que ma maman à un moment me dit tiens, je crois qu'il y a des conférences sur les entreprises, mais c'est un peu spécial, il y a un côté
tourné autour de l'humain, du bien-être, d'une dimension spirituelle. Enfin, donc je sais pas, ma curiosité a été touchée. Et là, je découvre une personne, Mark Loyndes, qui est donc le co-auteur de mon ouvrage. Ouais. Et j'écoute une vidéo, une deuxième, et c'est un coup de foudre intellectuel pour Mark, en me disant c'est une révélation en fait, son approche, comme si je m'étais trouvée finalement à travers ses mots, parce qu'il avait une approche macro, transversale, une vision du monde qui me parlait complètement. Et je me suis dit mais je sais pas, c'est ça, il se passe quelque chose, il faut que j'aille creuser. Et là, Marc parlait de nouvelles civilisations avec une vision très macro, comme je te l'ai dit, il parlait d'une nouvelle civilisation. Et je suis allée creuser cette idée de nouveau paradigme dans lequel on était, et j'ai cherché à contacter Marc. Donc on est rentré en contact. Est-ce que tu peux nous dire qui il est, quel est un peu son domaine? Alors Mark Loyndes est théologien au départ, et ensuite après spécialisé dans les sciences humaines, la philosophie en particulier, mais la sociologie aussi. Et il a été membre surtout de la cellule de prospective de la Commission européenne pendant une dizaine d'années. Et donc dans cette cellule de prospective, avec une approche très macro et très transversale, et donc je rentre en contact avec Marc assez rapidement, et je lui dis il faut qu'on se rencontre. Enfin voilà, c'est pas possible. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on devienne amis. Et on est devenus amis effectivement. Tu vois, on a aussi écrit ce dernier ouvrage ensemble. Et là, c'est une révélation. C'est lui qui me donne tout un tas de références d'ouvrages et là, je n'ai envie que d'une chose, c'est d'aller étudier tout ça. Donc, je fais une rupture conventionnelle dans mon ancien job, et je me dis, je vais me consacrer à toutes ces recherches-là, à toute cette dimension. Je fais une thèse quasiment. Ouais, voilà. Donc, ma thèse, c'était mon premier ouvrage, mais effectivement. Et je sais plus ce que je voulais te dire, mais c'est comme ça en fait. Voilà, j'ai fait cette rupture conventionnelle, et après le chômage m'a permis, et merci, c'est un beau cadeau qu'on a en France, de consacrer du temps à faire ce que je souhaitais faire. Et donc j'ai passé 2 ans à faire de la recherche, donc à lire beaucoup d'ouvrages, à aller dans des conférences, à faire des recherches sur Internet. Et de tout ça, je me suis dit maintenant qu'est-ce que je vais en faire. Et j'en ai fait mon premier ouvrage. Qui s'appelle Quand l'homo economicus saute à l'élastique sans élastique. Et l'idée, c'était de combiner toute cette approche de ce nouveau monde, de ce nouveau paradigme qui était en train d'émerger, avec l'économie en fait. Et tout mon travail, c'est ce qui ressort, je pense et j'espère, dans ce premier ouvrage, avec une approche de l'économie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'il y a déjà une réelle différence entre l'économie d'hier et d'aujourd'hui? Moi qui ne suis complètement novice en la matière. Alors, elle est encore tellement dominante, notre modèle économique capitaliste, industriel, productiviste, il reste dominant. Mais après, là, on est vraiment à la naissance d'une nouvelle économie, complètement, avec tout un tas de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, l'économie circulaire, de la fonctionnalité. On parle d'économie régénérative. Donc poussé par la transition écologique tout en haut, mais et puis bon, pas que ça, l'engagement RSE. Donc il y a vraiment une nouvelle façon de procéder aujourd'hui, et une nouvelle envie en fait de porter des valeurs sociales, sociétales, environnementales beaucoup plus fortes que ce qui était. Donc c'est pas encore dominant, ce sont des signaux faibles, mais c'est enclenché. Ok. Avant de passer à ton livre, on en a parlé un peu pendant notre première conversation. Est-ce que au-delà de toute ta recherche un peu sur le sujet concret, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver des réponses à tes questions? Je veux dire, si demain, je me pose ces questions aujourd'hui, je pense qu'on est plein, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, en fait, à se dire, ok, en fait, ou sur moi-même et sur le monde général, comment est-ce que moi je peux avoir de la valeur, comment est-ce que je peux avoir du sens dans ma vie, dans mon travail, est-ce que je rêve dans mon travail, est-ce que je crée quelque chose, et en fait, comment est-ce qu'on se ressent sur soi-même sans devenir très individualiste, comment est-ce que, quel a été ton cheminement plus personnel? Être vraiment à l'écoute de soi. Ouais. De façon, donc, oui, la méditation m'a beaucoup aidé.
c'était un appel, une envie aussi. Ça s'est fait assez naturellement. Je sentais que ça poussait, comme ce que tu peux ressentir toi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui pousse en fait, qui nous pousse. On sait pas encore forcément quoi. Et c'était s'écouter step by step. Je savais pas où j'allais aller. Je savais pas où ça allait me mener. Mais en fait, je me suis écoutée étape par étape. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment ça. S'écouter, respecter ses désirs, ses envies. C'est ce que j'ai fait et y croire en fait. Je me suis autorisée à un moment donné aussi à y croire. Okay. Et ça, c'est à mon avis la clé. Ok. Donc, et les choses se font en plus de ça. C'est-à-dire que quand ça, en tout cas de mon expérience, mais je suis pas sûre d'être la seule à avoir vécu ça. C'est quand tu écoutes ça, tu as l'impression que les choses, elles finalement, c'est comme une vague. Elles s'ouvrent finalement et ça se fait assez naturellement. Donc, tu as le sentiment d'être à la bonne place. Parce que ça se fait avec douceur et presque naturellement. Ok. Donc s'écouter et y croire. Je suis assez d'accord. Enfin, le peu d'expérience que j'ai sur ça, en effet, quand tu t'alignes avec ce qui au fond, ce qui t'anime, ouais, c'est ça. Ça s'ouvre, ça avance de façon assez et c'est quasiment magique au début. Au début, tu te dis mais c'est pas possible que des gens me répondent, que je trouve la réponse à cette question. Ça fait 2 jours que j'ai lu ça et en fait je rencontre quelqu'un qui m'apporte exactement ce qu'il me fallait. C'est complètement, c'est ça. Je suis d'accord que c'est assez magique. Ok. C'est une autre approche, mais ça nécessite un travail d'intériorisation. C'est des coups de soi qu'on nous apprend pas en fait, malheureusement. Mais c'est très très riche. C'est très. Et pour ce monde de demain, je pense qu'on ne pourra être que meilleur et puis apporter ce qu'on a de mieux aussi pour la société de demain en faisant ça. Et ça veut dire écouter ses idées, ses forces, mais aussi ses faiblesses et se connaître, connaître ses faiblesses. Ça aussi. Ouais, bien sûr. C'est dans toutes nos relations, dans toutes les choses. Ok, merci beaucoup. C'était. Je te connais encore un peu mieux que la dernière fois. Est-ce que tu peux me parler du coup du livre 2 milliards de réenchanteurs, s'il te plaît? 2 milliards de réenchanteurs, c'était l'envie, animée par l'envie de fédérer tous ces acteurs du changement. On voit qu'il se passe plein de choses, plein d'initiatives, plein de petites révolutions tranquilles partout dans le monde, et on se dit avec ce sentiment que les gens, c'est dommage, ne soient pas fédérés, ne se reconnaissent pas, et le sentiment d'être seuls. Donc c'était animé par peut-être écrire cet ouvrage aussi pour eux, pour leur montrer qu'ils sont pas seuls d'une part, et qu'en plus il se passe des choses pas que autour de chez eux, partout dans le monde en fait. Donc, pardon. Non, c'est ça vraiment l'objectif, c'était de porter ça. Et puis je le redis, mais vraiment, enfin c'est de faire du bien en fait, donner l'espoir pour dire on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, et il se passe plein de choses et pas qu'à notre niveau, et surtout dans une ambiance où on entend que évidemment à la fois des mauvaises nouvelles, des catastrophes. On est dans un environnement hyper anxiogène où on fait focus sur les mauvaises nouvelles. C'est aussi envie de porter des bonnes nouvelles et de dire il y a aussi plein de bonnes choses qui se passent, voire aussi le verre à moitié plein à un moment donné. Complètement. Tu dis pas du tout que tout va bien. Tu dis au contraire qu'il y a plein de choses. Tu dis qu'il y a quand même plein de choses qui transforment tout ce qui va mal. Et j'aime bien l'image des plaques tectoniques où t'expliques, corrige-moi, mais où t'expliques en fait la société, un peu le monde très industriel, très matérialiste, et la plaque tectonique sur laquelle on est et qui est en place depuis des années, qui est très solidement ancrée, mais qu'en fait il y a un changement avec des nouvelles initiatives, des nouvelles valeurs qui montent tout doucement. Et donc ça, tu l'as perçu. Ça fait longtemps que tu l'as perçu, ou c'est en fait à partir de ça que tu as écrit ton livre et que tu t'es dit mais si, il y a ces fameux signaux faibles. C'est ma rencontre avec Marc. C'est ma rencontre avec Marc qui me parle de ses créatifs culturels et qui lui a fait du travail de recherche vraiment. Ça c'est vraiment issu de son travail de recherche et sur le terrain. Donc il a découvert il a fait des grandes études sociologiques. Alors au départ, il y en avait une de Paul Ray sur ce sujet. C'est 12 années d'études sur des millions d'Américains. Donc elle part des États-Unis, cette étude-là sur les créatifs culturels. Marc a pris connaissance de cette étude-là. Il était à la Commission européenne. Il a rencontré. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude-là avant de continuer sur ce que Marc a fait?
Non, mais elle confirmait que, l'apparition d'une nouvelle catégorie d'individus aux États-Unis, justement, qui était en train de changer de valeur, qui allait vers des valeurs plus tournées sur l'écologie, sur le développement personnel, sur des valeurs de vie, sur la solidarité, le partage, le multiculturalisme. Oui, et aussi fortement sur la volonté de créer un monde alternatif à la société d'hyperconsommation. Ouais. Donc vraiment porté par ça. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, il y a deux autres catégories, en fait, parce que quand on se dit, on pourrait se dire que la majorité, moi, par exemple, j'évolue pas mal dans le milieu parisien un peu bobo, et en fait, on se dit, si tu poses la question à quelqu'un, est-ce que vous pensez que l'écologie est importante? Tout le monde répond oui. Ouais. Mais en fait, quand il a fait ses études, c'était pas ça les questions, mais en fait, il y a deux autres catégories qui n'ont rien à faire de tout ça, pour qui la valeur, c'est les traditions, la valeur, c'est sa propre ascension sociale. Et donc, ce qu'il trouve, c'est que la troisième catégorie et en fait, des gens pour qui les valeurs ne sont plus exactement ça, mais pour qui c'est plutôt la construction d'un nouveau modèle, quoi. Exactement. Exactement. Et Marc, après, a voulu vérifier, si c'était effectivement le cas. Aux États-Unis. Si c'était le cas aussi en Europe, en Chine, dans le monde musulman. Donc, il y a eu une approche de la Commission européenne sur le volet européen, et puis après, lui, sur le terrain et sur toutes ces rencontres de personnalités haut placées, que ça soit en Chine ou dans le monde musulman, confirmé, mais de façon différente aussi en fonction de la culture, mais ces vagues là et cette volonté d'un monde alternatif à la société occidentale qui domine aujourd'hui l'ensemble de la planète. Ouais, ça m'a marqué beaucoup ce moment où tu dis bon, ok, aux États-Unis, il y a je sais plus si c'est 20 ou 40%, 100 millions 100 millions de gens qui aspirent à ça, mais en fait tu dis ok, bon, c'est bien aux États-Unis, et en fait c'est génial parce qu'il fait ça aussi en Chine, où je crois que c'est 100 millions de personnes dans le monde musulman. 400 millions, ouais. Et tu te dis ok, en fait c'est pas isolé dans un monde. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Enfin, ça fait, en tout cas, ça confirme qu'il y a une prise de conscience, et qu'on n'est pas seul à se dire, il faudrait. C'est quand même pas terrible. Il faudrait qu'on fasse mieux à être. C'est ça. Et puis on arrive au bout, aux limites aussi de tout ça. Là, on commence à s'en apercevoir d'un point de vue environnemental. Alors bien sûr social aussi et sociétal, parce que pour autant, même si l'extrême pauvreté a diminué, les inégalités sont encore maintenues, c'est encore présent. Donc d'un point de vue social, ça n'est pas encore résolu. Le modèle a pas répondu à toutes ces attentes. Et puis, de toute façon, sur le plan écologique, c'est une catastrophe, donc c'est juste pas possible. Il y a plus trop de doutes sur tout ça. Non, il y a plus trop de doutes. Il y a pas d'autre doute. Et puis, voilà, quand on connaît qu'on voit comment ça se passe, le modèle, c'est juste du bon sens de voir que c'est pas possible de continuer comme ça. Ouais, de toute façon, ça tient pas. Ça n'a pas de sens. On n'a plus de ressources, c'est la clé à la nette. Ok, merci. Je voulais te poser une question parce que à plusieurs reprises, tu parles des chiffres, et en fait, tu montres que elle vient comme ça. Je n'avais pas prévu cette question, mais tu dis, et en fait, je trouve ça, on le voit quand même, que c'est la plupart des créatifs culturels, donc cette troisième catégorie qui aspire à un nouveau, je crois que c'est 60% ou même un peu plus qui sont des femmes. 66%. Ouais, parmi les 30% de créatifs culturels, 66% sont des femmes. Comment t'expliques ça? Dans les valeurs que portent les femmes, pour avoir un peu épluché le sujet, portent des valeurs qu'on dit de vie, parce qu'elles portent la vie en mettant des enfants au monde. Et donc l'écologie, il y a cette dimension de protection de la planète aussi, cette dimension du vivant et de protection sans doute du vivant. Donc une conscience peut-être plus aiguë. Les hommes sont plus dans des valeurs. Encore une fois, c'est un peu il faut le prendre avec du recul aussi, parce qu'on porte tous des valeurs féminines et masculines de façon plus ou moins forte. Les valeurs masculines sont plutôt représentées par la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir, mais c'est quelque chose d'important aussi qui n'est pas moins bien, mais qu'il faut juste équilibrer. Et qui a été déséquilibré aujourd'hui. On est plus dans un modèle de compétition, de combat. Il va y avoir plus ce côté à la fois guerrier, ou peut-être alors c'est peut-être un peu fort de parler de mort, nous aussi, tu vois, de valeurs un peu plus orientées de cet ordre-là, mais sans doute parce que les femmes ont cette dimension-là. Ok, ouais, c'est vrai que il y a une sensibilité qui est tout à fait différente chez la femme et chez l'homme, et on saura, c'est dur de savoir la proportion sociétale ou biologique, mais je pense qu'en effet, le fait de mettre au monde la vie, c'est quand même quelque chose
Ouais. Très, 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 très fort. Je crois. Ça nous donne sans doute un rapport au monde un peu différent, malgré tout. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est beau. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la compétition. Et en fait, tu parles beaucoup d'éducation dans ton livre, et en fait, pour moi, c'est un peu la clé, parce que je sais plus où j'ai vu ça, mais en fait, on explique qu'en France, par exemple, à l'école, on nous met en compétition. Et donc, ça veut dire que toutes nos années en formation, où toutes les neurones du cerveau se forment, ils se forment en voyant l'autre, autrui, comme un adversaire. Alors qu'en fait, on voit bien que les modèles qui marchent le mieux, c'est quand on collabore. Et je trouve ça, enfin, c'est un des points, en lisant ce matin, la partie éducation, je me suis dit, mais c'est tellement pertinent. Et c'est des croyances dominantes de Darwin. On ne survit que, effectivement, sa compétition, grâce, au combat, et donc on est porté par ces croyances dominantes-là. Et puis la biologie aujourd'hui porte ardemment le fait que non, en fait, ça n'est pas que la compétition. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer que dans la nature, c'est par la coopération qu'on évolue et qu'on peut se développer. Il y a une thèse d'une biologiste à laquelle je fais référence aussi, de Elisabeth Satori, qui parle de jeune espèce et d'espèces plus matures. Et quand on est une jeune espèce, en fait, on est dans une économie de croissance autour plutôt de la créativité et du combat, de la compétition, jusqu'à ce qu'on arrive effectivement à un stade de développement plus mature, plus sage. Et généralement, ça se fait, le changement se fait quand alors je sais plus les mots qu'elle utilise, mais c'est autour de l'énergie, quand on voit effectivement qu'on épuise trop d'énergie à un moment donné et que ça dessert finalement l'espèce, eh bien elle rentre dans un autre mode d'évolution. Ouais, c'est hyper plus collaboratif en fait. C'est en fait. Au début, en tant qu'espèce, tu vas croître, augmenter ta population, parce que via le combat et via C'est ça. Via l'opposition, et en fait, il y a un moment où cette opposition, elle est moins rentable que collaborer. Complètement. Et donc c'est extra. Ouais. Et donc et puis ça fait sens. Moi, à plus grande échelle, je vois. De toute façon, oui, ça nous a permis d'atteindre quelque chose d'incroyable. Complètement. Toute cette société. Mais complètement. Moi, pareil, je rejette pas. C'est pas le méchant capitalisme. Moi, je le vois vraiment comme si c'était une étape presque nécessaire pour l'espèce humaine. De se réaliser vraiment comme un adolescent. On le voit. L'adolescent, à un moment donné, il se confronte à un ego exacerbé, il veut pas de limite, mais aujourd'hui on en est là. Enfin, l'humanité, elle veut pas de limite. On est dans un système libéral globalement, donc on porte des valeurs libérales très très fortes, mais on peut pas être totalement libre. On peut pas faire ce qu'on veut avec de la nature. Il y a des limites à prendre en considération. Il faut qu'on se mette nous-mêmes un peu. C'est vrai que c'est complètement ce que tu dis par rapport à l'adolescent qui d'un coup il peut manger ce qu'il veut, il a envie de manger n'importe quoi. Mais en fait, exactement. Il y a une partie de lui qui va lui dire. Et puis avec des valeurs hyper matérialistes, on a besoin sans doute à un moment donné de se confronter à ça, à la matière, à un ego exacerbé, jusqu'à ce qu'on prenne conscience effectivement que bon, ok, on a fait le tour, mais c'est pas là l'essentiel en fait. Il y a des valeurs plus importantes, oui, de partage, de lien. Bon, on s'en est rendu compte avec le Covid entre autres, tu vois. Où est l'important? Est-ce que c'est vraiment acquérir plein d'argent et avoir plein de voitures et non, enfin l'essentiel c'était le lien, c'est l'autre, c'est tellement important en fait. C'est vrai que le Covid a fait un peu de bien sûrement sur ces côtés-là. Ouais, sur cette prise de conscience-là, c'est certain. Mais voilà, donc moi, ça fait sens prendre ce recul-là pour se dire finalement, c'est sans doute une étape pour moi, je crois, nécessaire de l'espèce humaine et qui va inéluctablement et naturellement aller vers un modèle plus sage, qui sera pas parfait, bien sûr, encore une fois. Il y aura sûrement des inégalités. Et on en est, comme dit Edgar Morin, qu'à la préhistoire comment il utilise de l'esprit en fait. Voilà, on n'a pas atteint une limite en fait. On n'est pas achevé, l'être humain est inachevé par essence, donc on va encore évoluer en termes de conscience, niveau de conscience pour moi. Je te rejoins complètement. Tu partages? Je partage tellement ça. Enfin, en tout cas, j'espère. Je suis peut-être. Tu te définis, je crois, quasiment comme une optimiste et je suis d'accord, mais il y a toujours cette petite peur de putain, mais est-ce qu'en fait ça va pas y avoir un moment, un stade, un seuil, tu vois? Est-ce qu'on va finir tous comme des Gandhi ou est-ce que ça va être 55, enfin soit 30% de l'espèce humaine? Mais c'est parce qu'on est en train de parler de cette métaphore, je trouve que moi ton livre m'a aidé beaucoup à prendre du recul quand t'es face à la crise écologique et que tu vois COP28 à Dubaï, enfin, tu vois, genre, Jeux Olympiques d'hiver, et donc, tu dis, ok, ça va pas du tout, on n'est pas du tout en train d'arrêter ce qu'on est en train de faire. Mais dans ton livre, tu prends beaucoup de recul, justement, en disant, mais en fait,
il y a des choses qui se passent. Alors, c'est lent et ça fait à peine 50 ans qu'on s'est rendu compte de ça. Donc, ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais, en tout cas, ouais, si tu portes une vision où tu dis, tu prends du recul et je trouve ça tellement plus positif. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et ce qu'on ne fait pas, en fait. Ouais, on nous apprend pas à prendre du recul, à prendre de la hauteur, mais vraiment, vraiment. Et à se dire, mais c'est peut-être pas aussi dans l'échelle de ma vie. Enfin, sortir de ce cadre-là, en fait, on le verra pas. À l'échelle de ma vie, je vais peut-être pas le voir. Prendre conscience de ça, mais qu'en tout cas, c'est enclenché. Et pour moi, on va pas pouvoir faire autrement de toute façon, puisque, enfin, c'est pour la survie de l'humanité. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste pas possible. Donc, par contre, ça veut pas dire que ça va pas se faire sans heurts. C'est malheureusement, je crains effectivement. On est déjà lancé. Hein. Ouais, déjà c'est lancé et je pense qu'on risque de vivre des choses difficiles et que malheureusement aussi, c'est que tant qu'on n'est pas face au mur, on ne change pas, on n'avance pas et c'est le problème. Un peu comme l'adolescent qui se retrouverait à 18 ans, on va dire, écoute, t'as pas fait de sport depuis 10 ans, là, il va falloir, s'y mettre, hein. De toute façon, c'est pas possible, sinon, en 3 ans, t'as une maladie, quoi. C'est ça. Et puis, notre cerveau de ce que j'avais étudié aussi était hermétique au changement. Donc, ça met du temps aussi. Donc, c'est sûr, il faut aller plus vite, on va pas assez vite, je suis d'accord. Mais, il y a une inertie. Ouais, c'est compliqué. Il faut, on essaye, mais ouais, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est certain. Donc d'ici là, on risque de vivre des choses pas forcément évidentes. Ouais. Et j'allais te demander du coup comment tu vois la crise écologique. En fait, t'es lucide et tu te dis que tu sais qu'on va avoir des choses pas évidentes. Ouais. Et comment t'arrives à te visualiser, comment est-ce que même tu l'expliques quand on te pose ces questions? Après, à titre personnel, j'essaye de vivre les choses au jour le jour aussi pour les vivre le mieux possible. Ne pas se projeter sur le après, en fait. Enfin, pourtant, à la fois, oui. Et puis en même temps, dire ça voudrait dire ne pas mettre les choses en place pour que ça change, mais c'est pas vrai. Mais c'est peut-être essayer de faire les deux, en fait. C'est vraiment essayer, de mettre les choses en place pour que ça change. Avoir cette vision, avoir cette conscience-là, mais au quotidien, le plus possible, j'essaye d'être. Tu vas pas te laisser en fait embrumer d'essayer d'être dans l'instant présent le plus possible. Et je sais plus ce que je voulais te dire. J'avais une autre idée par rapport à ça. Pas de souci. Bon, c'était en tout cas être. Si je te demandais en gros comment tu te places face à l'écologie, tu me disais t'essayes d'être dans l'instant présent, de prendre du recul quand même, de faire les deux en même temps. C'est ça. Mais bon, ça me reviendra. Ça te reviendra. Et je voulais rebondir sur ça. Je crois que c'est un livre de Frédéric Lenoir où il parle de la joie. Et en fait, c'est rigolo, je l'ai ouvert hier soir. Enfin, je l'avais déjà lu, mais je l'ai rouvert hier soir. Incroyable. Ouais. Il est fantastique. Ouais. Il est génialissime. C'est drôle que tu me parles. Frédéric Lenoir, si quelqu'un le connaît, je suis super intéressé. Non, il parle en fait il dit la valeur de ta vie finalement va être la valeur d'un moment est associée à la quantité d'attention et de présence que tu mets dans ce moment, en fait. C'est ça. Et c'est tellement vrai, parce que si tu regardes pas ou t'es en train de penser à autre chose, en fait, ce moment-là, il est mis de côté. Et le soir, tu t'en souviens plus et c'est ça. Et c'est bon, ça, je suis tout à fait libre. Et l'idée que je voulais te donner mes revenus, c'est sur l'information. Je n'écoute pas les informations, je vais les lire. Okay. Et je vais j'essaye de ne pas je choisis, je veux avoir connaissance des informations, mais c'est pas la même chose de les écouter, de les lire aussi. Je trouve qu'il n'y a pas la dimension négative. J'ai encore ce matin, alors je sais plus précisément quels étaient les mots, mais c'était encore une dimension pareil assez catastrophique, ou voilà, les médias, à chaque fois il y a cette dimension très négative, et donc j'écoute pas beaucoup la radio. Je vais lire des informations. Pas avoir porté cette lourdeur que les médias portent. Ouais. Et tu fais attention aux biais, parce que je sais que c'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux et avec le monde internet, en tout cas nous cible hyper bien. Ouais. Est-ce que tu fais attention à dire moi j'ai cette sensibilité là, mais je fais attention à lire quand même à quelqu'un qui a une sensibilité ultra libérale, ou est-ce qu'en fait tu dis de façon, est-ce que tu fais attention à ça? Moi je suis encore dans le moment où je me pose la question, est-ce que je vais lire les sujets qui m'intéressent? Je lis les sujets qui m'intéressent. Okay. Même si et puis en ce moment j'ai pas forcément trop le temps, donc je suis en ce moment pas trop à l'écoute. Effectivement, mais je pense que c'est important aussi quand même. Oui, donc continue, c'est bien. Non, mais c'est dur en fait. D'un côté tu dis j'ai pas envie de lire des idées d'extrême droite, non, mais parce que c'est pas du tout ce à quoi je
Mais il faut avoir conscience aussi, en fait, je pense. Mais ouais, c'est exactement. T'as une meilleure vision globale aussi, donc faut pas rester que enfermé aussi, et dans l'entre-soi et dans cet univers-là. Ça fait partie, on fait partie de tout ça, donc je pense que c'est important. Et toi, tu viens de parler des médias qui ont une vision négative, mais en fait, les études de Marc, comment il s'appelle? Lunx. Montrent quand même qu'on est entre 15 et 40% de créatifs culturels, pardon, j'oublie, qui portent ça. Et en fait, tu expliques que c'est quand même quelque chose qui est très peu diffusé, quoi. Et donc, je pense que c'est une des grosses valeurs de ce bouquin. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que cette tendance à la croissance du nombre de gens qui aspirent à ça, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça continue, quoi, et qu'on n'atteigne pas un peu en plafond de verre à cause de la pyramide de Maslow, à cause de plein d'autres choses? Là, je me réfère, si tu t'en souviens peut-être aussi à la fin de l'ouvrage, alors son nom c'est Gladwell, je crois, le journaliste qui parle justement de ce tipping point, tu sais, le fameux point de bascule où en fait c'est pas forcément nécessaire ou indispensable que, si tu veux, qu'il y ait une grosse masse. Il suffit parfois qu'un groupe, enfin là, il parle entre 10 et 15% finalement de personnes qui vont adhérer à des nouvelles valeurs et qui vont finalement embarquer la majorité silencieuse aussi. On fait référence aussi à ça s'est vu chez des animaux, c'est ça? Alors, en gros, je crois qu'il a fait des études sur des pingouins, sur des singes. Non, ça c'était c'était autre chose, mais sur la première approche, c'était sur un groupe de population blanche qui vivait avec une population noire. Je me souviens plus dans quelle ville c'était, et aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors, si je dis pas de bêtises, mais une fois qu'il y avait eu une masse critique ou plus importante en fait de noirs ou de blancs, l'autre population avait bougé. Enfin, il y avait un phénomène de cet ordre-là. Je crois que c'est les blancs qui au début refusaient d'avoir des voisins noirs. Oui. Et jusqu'au moment en fait où non mais là parce que je l'ai dit très récemment. Non mais et en gros il y a au début il y a des blancs qui se déménagent en fait. Et en fait, à partir du moment où t'as entre 15 et 20% de blancs qui acceptent, en fait, d'un coup, il y a plus aucun déménagement. C'est ça. Alors que ça s'était vraiment beaucoup vu avant. Et Et donc, ça part de cette analyse, effectivement, sociale après, et qu'il a généralisé. Et donc, c'est vraiment un point de bascule. Et puis, quand tu vois aussi, enfin, en faisant référence au je pense à Sandrine Roudot qui parle aussi. Il suffit d'être une petite masse, effectivement, et les résistants à un moment donné étaient un petit nombre finalement de résistants pour réussir à faire basculer aussi vers les changements qu'on a connus. Donc une petite masse suffit à embarquer aussi. Et c'est marrant parce que la population. Ok. Ouais. Après, donc en fait pour toi là, j'ai l'impression que si on est assez optimiste, en fait, ça va se faire naturellement. Là, on est de plus en plus. Dans cette idée où ça, de toute façon, alors voilà, pour moi, on a basculé, ça y est, pour moi, c'est enclenché. Ça va se poursuivre, et puis ça se fait un peu par effet domino, quoi. Aussi, tu vois. Mais après, je pense que évidemment, c'est très bien. Il faut continuer à diffuser l'information, bien sûr. Il faut continuer à diffuser l'information. Mais je pense qu'en fait, tu vois, tout ce petit groupe a déjà insufflé, et donc on est dans cette. On est déjà dans cette croissance. On est déjà dans cette dynamique-là, mais ça passe. On en parlait aussi par l'éducation, par l'information. Donc ce que tu fais toi là, typiquement aujourd'hui, bien sûr que ça passe par ça. Les ouvrages, la lecture, la sensibilisation auprès des jeunes. Voilà, les cours que je vais donner, tout ça, évidemment, y contribue. Ok, merci beaucoup. Comment tu vois, je pense qu'en fait, ce changement, tu parles pas trop d'horizon de temps, d'ailleurs, dans ton livre. Non. Tu dis jamais, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans, c'est dans 500 ans. Non, Comment tu nous vois, du coup, en tant que société dans 100 ans? Moi, je sais 100 ans, c'est parce que c'est une heure de grandeur qui nous parle un peu en tant qu'humanité à notre échelle. Comment tu vois cette nouvelle société, ou même à 200 ans, tu vois, qu'est-ce qui va être fondamentalement différent? Non, je pense qu'il y aura une assise plus importante. Tous ces signaux faibles seront
seront plus dominants pour moi. Ouais. Les entreprises, elles vont répondre à des critères socio-environnementaux. Enfin, la question, elle se posera même plus. Ça sera une évidence, en fait. Et là, aujourd'hui, on juge une entreprise par son produit, enfin par son bénéfice, en fait, demain. On trouvera ça absurde. En plus, on se dit, mais on était complètement fous, en fait, de faire que ça. Mais bien sûr, c'est tellement évident qu'il faut prendre en considération les aspects sociaux et environnementaux et que ça contribue bien sûr à la dynamique économique aussi derrière. C'est d'une évidence. Donc, pareil, ça commence. Et puis, les banques, de la même façon, les investisseurs commencent à prêter aux entreprises qui répondent à ces critères-là. Donc, ça sera un marqueur qui va être plus évident. Enfin, là, je parle d'un point de vue économique. Et puis, l'enseignement, voilà, ça rentre déjà dans les programmes d'enseignement. Donc, ça sera encore plus important. Puis, on voit les écoles qui poussent autour de ces sujets, sur la transition écologique aussi. Enfin, là, on sera bien avancé sur tous ces sujets-là. Des choses qu'on fait aujourd'hui nous paraîtront absurdes, t'as raison. C'est vrai que ça va être, et j'ai un exemple trop marrant sur la cigarette. Et en fait, en 2008, il y a 15 ans, on fumait dans les bars, dans les avions, dans les trains. Ouais. Et 15 ans après, enfin, moi, je m'en souviens même pas. En fait, quand on en parle à des adultes, ils disent, mais c'est tout le monde. Je te crois même pas. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est un bon t'as raison, en fait. Il y a des choses qui nous paraîtront juste inimaginables et comment on a pu faire un truc pareil? Polluer comme ça, jeter les détritus, en fait, pas réfléchir quand tu fabriques quelque chose, tu réfléchis pas à l'impact que ça a. C'est comme si c'est absurde, en fait. Ouais, okay. Donc, c'est juste mettre aussi plus d'intelligence, de conscience dans ce qu'on fait, Ok. En fait, ça répond déjà à ma question d'après, qui était comment est-ce qu'on change la finalité, le rêve collectif, en fait, qui est une croissance hyper quantitative. En fait, on est déjà il y a des gens en train de changer nos modèles, et je parlais avec une amie ce week-end qui, je crois que c'est une nouvelle loi, une nouvelle norme. Les entreprises, dans leur bilan, doivent mettre au même niveau que les indicateurs financiers, les indicateurs de genre écologiques et de ressources. C'est pas exactement bien dit. Clémence, si tu me sens, tu nous corrigeras. Mais ça dépend sans doute, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si elle est cotée en bourse et de sa taille et de son chiffre d'affaires, donc là, il y a une obligation de répondre à ces critères-là. C'est fou. Donc, en fait, le bilan financier n'est plus qu'un bilan financier. Ça y est, quoi. On est déjà là. Oui. Ok. On a déjà passé 40 minutes. Et 40 minutes aussi. Comment? Ah oui. On a déjà, tout à fait. Est-ce que tu veux ajouter un autre point avant la dernière question? Non, écoute, pas qu'ils me viennent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Aurélie d'il y a quelques années, la Aurélie qui commençait un peu à découvrir le monde? C'est bien. Je suis contente de... C'est dur. C'est pas évident, mais je crois qu'on m'a posé aussi la question. Et quand je regarde en arrière, je me dis, ouais, je suis contente finalement du parcours, finalement quelque part de m'être respectée, tu vois. Et puis merci à mes parents aussi de m'avoir laissé une grande liberté. J'ai jamais eu à la fois de jugement, on m'a jamais orienté ou poussé dans mes orientations. Même je leur en voulais à un moment donné en me disant mais ils sont pas... Je trouve que mes parents quand même ils me conseillent pas trop, ils m'accompagnent pas vraiment, j'aurais aimé qu'ils soient... Mais en fait ça m'a tellement forcé et obligé à me poser profondément la question de ce que je voulais faire et de devenir ou être ou vivre, tu vois. Et alors peut-être que c'est lié aussi à ma personnalité sans doute un peu, mais c'est ça, quand je regarde, je me suis finalement assez écoutée dans tout le chemin que j'ai pu faire. Voilà, j'ai respecté ça. Donc après, il y aurait sans doute des petites choses à changer dans mon parcours, mais globalement, voilà, je dirais c'est bien. En fait, tu t'es écouté. T'écouter, c'était vraiment pour toi se respecter, s'écouter profondément et pas faire ce que on vous dit de faire ou ce que la raison vous dit mais non, il faut que tu fasses ça, c'est quand même mieux. En fait, je pouvais pas fonctionner comme ça, j'avais une telle soif, je pense, de liberté profondément que on pouvait pas me forcer en fait à faire les choses que je souhaitais pas faire. En fait, aller creuser, c'est quand même mieux. Savoir ce qui est vraiment, vraiment le mieux, c'est peut-être ce qui fait sens tellement pour chacun d'entre nous, en fait, réellement et profondément. Voilà, et se respecter là-dedans, et ça fait sens aussi à sa vie. Quand on se tourne pour la regarder, c'est chouette, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Ça demande beaucoup de courage. Parce que ça veut dire que
Alors c'est pas toujours facile. Ouais, non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est pas toujours facile. Tu fais des études, tu fais des grandes écoles et d'un coup tu te dis mais en fait je vais être médecin. Ça demande évidemment du soutien un peu financier, mais ça demande quand même beaucoup. Il y a des gens qui à 40 ans changent de métier. On parlait de Côme que j'ai aussi interviewé là dans la Solive. En fait, il rencontre des gens de 40 ans, de 50 ans, de 30 ans qui changent de métier du jour au lendemain et en fait disent à tout leur entourage en fait je vais plus être dans cette entreprise en costume tous les jours, je vais aller poser rénover des bâtiments et ça leur demande du courage. Enfin, ça demande à tout le monde du courage. Oui, c'est génial. Bah, bien sûr. C'est génial. Tu sors de ta zone de confort, mais je crois qu'ils sentent cet appel-là et ils seraient trop malheureux de toute façon s'ils le faisaient pas. C'est vrai. Donc c'est un espèce c'est en mode survie, quoi, en fait. Tu vois, non, c'est un dernier souffle parce que je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc c'est leur bouffée je pense, d'oxygène et ça porte, en fait. Donc c'est difficile, mais t'es porté par ça. Et ça apporte beaucoup de joie, en fait. C'est difficile, mais en fait, c'est ça apporte de la joie, mais ça veut évidemment pas dire que tout ça se fait avec facilité. Non, puis ça serait pas drôle en même temps. Ça me fait penser à la randonnée. On en parlait avec ma copine qui en fait peu et qui me disait mais pourquoi vous allez marcher toute la journée? Vous allez avoir froid, vous allez être dégueu. Mais en fait, c'est vrai que sur le papier, c'est pas un deal incroyable. Mais en fait, à la fin de la journée, t'es monté, t'as eu des vues, t'as ressenti des choses que tu peux pas ressentir. Et donc un chemin un peu moins confortable peut amener. C'est ça. Enfin, moi, de mon expérience, en tout cas, peut amener quelque chose de tellement plus beau et plus grand. C'est ça. Qui te fait grandir, quoi. Ouais. Et puis, la joie, je crois que c'est vrai, Frédéric Lenoir, il me semble, qui en parle en disant que c'est généralement quand tu vis une dimension intérieure très forte, en fait, tu vois. C'est pas forcément par le faire. Oui, tu vas vivre, tu vas faire des choses qui vont te rendre joyeux, mais la joie vraiment intense, c'est celle que tu vas vivre plutôt dans une dimension, j'allais dire, spirituelle, en tout cas intérieure, dans le sens intérieur. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Aurélie. Merci Clément, avec plaisir. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment une minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine. Si tu as encore 2 minutes, on avait envie de te partager avec Aurélie une discussion qu'on a eue à la fin, après avoir coupé le micro, sur justement sur le bonheur, sur le fait d'avoir un bien-être. Et en fait, on en a un peu parlé au début de l'épisode. Aurélie qui a une période de transition, qui s'est mise à se connaître, à prendre soin d'elle, à méditer mieux que ce qu'elle avait fait avant. Et elle m'a quand même dit, en fait, à ce moment-là, mais Clément, j'en ai pas parlé, mais malgré tout ça, malgré le fait que j'étais heureux dans quelque chose dont je me sentais bien dans mon travail, je me sentais bien dans mes recherches, je méditais, je me connaissais, j'avais vraiment le sentiment d'avoir grandi énormément. Et malgré ça, à un moment, les crises d'angoisse sont reprises. Et en fait, sans détailler toutes nos vies personnelles, on s'est quand même dit qu'il n'était pas si évident de découvrir c'est un peu ce développement personnel, si je prends soin de ma nourriture, si je prends soin de mon corps, a priori je devrais être heureux, si je prends soin d'avoir une pensée positive, toutes ces théories qui disent qu'on va avoir une vie plus épanouie, plus heureuse. En fait, elles n'empêchent pas du tout la réalité qui est qu'on a des hauts et des bas. Et voire même dans le cas d'Aurélie, on parlait de crise d'angoisse, et donc on s'est dit quand même que c'était important de partager ce qu'on pensait tous les deux, à savoir qu'il faut aussi accepter que la vie n'est pas toujours rose, malgré tout ce qu'on peut faire, tous les efforts qu'on peut mettre pour être bien, pour garantir entre guillemets un bonheur. Et bien on a des jours moins heureux, moins souriants que d'autres, sans raison apparente. Et il faut pas s'en vouloir, il faut pas.
à mes yeux, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre, et si on a des journées fantastiques, on aura aussi forcément des journées un peu moins heureuses, avec un peu moins de gaieté, malgré tout ce qu'on peut faire, et c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est l'accepter. Et comme le dit bien André Comte-Sponville, le bonheur, c'est pas être tout le temps heureux, en fait. Je pense que ça, c'est une utopie, c'est beau de viser ça, et c'est peut-être ce à quoi on aspire tous. Mais le bonheur ne peut pas être ça, et André Comte-Sponville, je crois, décrit le bonheur comme l'absence de malheur, et le malheur comme un moment où on n'est pas capable d'imaginer quelque chose de positif. Donc si on se réveille le matin en disant vraiment la vie est noire et incapable de voir un jour heureux dans le futur, ce qui arrive en cas de dépression, en cas de moments très durs, on n'y pense même pas à ça, et donc ça c'est le malheur. Et plutôt que de viser un bonheur infini, visons une absence de malheur dans laquelle, même si parfois des moments sont moins sympas, des jours sont moins gais, comme on disait, alors on sait que d'autres vont arriver, et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qu'on voulait vous partager avec Aurélie. Voilà, accepter le fait que malgré ça, d'autres moments plus durs peuvent revenir, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Bon allez, je m'arrête de parler. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et normalement, les épisodes s'arrêteront à la fin de l'épisode pour de vrai. Merci de m'avoir écouté, et à la semaine prochaine.